chers amis, je vous donne rendez-vous sur Télé 77 Mandembo avec les rendez-vous de Joseph Koulou. Un tour d'horizon, l'actualité socio-culturelle en France, en Afrique et dans le monde. Pili Pili Magazine, notre invité pour la sélection législative, le second tour, c'est M. Jean-Claude Mignon, candidat pour la première circonscription, où d'ailleurs vous êtes arrivé en tête, M. Mignon. Je suis arrivé largement en tête, puisque j'ai 2000 voix d'avance sur mon concurrent. Alors, arrivé en tête, cela veut dire qu'au moment où nous parlons, vous avez confirmé votre candidature, vous êtes déjà repassé par la case préfecture, et vous êtes déjà en campagne. C'est la première chose que j'ai faite dès lundi matin, c'est de passer, comme vous dites, à la préfecture afin de confirmer ma candidature pour le second tour. J'ai d'ailleurs été le premier à le faire. Oh, on voit que vous avez beaucoup de choses sur le feu, la campagne vous y est déjà repartie. Vous savez, la campagne électorale, elle commence dès le lendemain de mon élection. C'est-à-dire qu'en fait... Donc il y a 5 ans. Bien sûr. À partir du moment où vous êtes élu par... D'abord, c'est un grand honneur que d'être élu par ses concitoyens, avec généralement une majorité confortable. Ça veut dire que dès le lendemain de son élection, de cette prise de responsabilité, il faut immédiatement se mettre au travail. Et c'est quasiment du 12 mois sur 12, allez, disons du 11 mois et demi sur 12, puisqu'on a quand même un petit peu de vacances. Mais il est bien évident qu'on ne commence pas une campagne électorale quelques semaines, quelques mois avant l'échéance électorale. Mais il faut dire quand même que votre circonscription a été redécoupée. Ça veut dire aussi une révision de votre façon d'aborder une campagne, non? Non, parce que ma circonscription a été certes redécoupée, mais il se trouve que les nouvelles communes de ma circonscription sont toutes, à l'exception d'une, au sein de la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Et il ne vous a pas échappé, parce que vous êtes un fin observateur de la vie politique locale, que j'ai présidé la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Ce qui fait que toutes ces communes, que ce soit Rubel, Voisenon, Saint-Germain-Laxy, Montreux-sur-le-Jard, Vaux-le-Pénil, sont des communes qui n'ont pas de secret pour moi, puisque j'ai été leur président. Donc ça veut dire que tout naturellement, les dossiers que j'ai traités pour ces communes comme pour les autres communes de la communauté d'agglomération de la Val-de-Seine, qu'elles fassent partie ou qu'elles ne fassent plus partie de ma circonscription, plus bien évidemment les communes du canton de Pertin-Gâtinais que je connais bien et pour cause, puisque j'ai été conseiller général et premier vice-président du conseil général pendant un certain nombre d'années, je les connais parfaitement toutes. Alors, qu'est-ce qui peut encore vous donner envie d'y retourner au feu, comme on dit? Vous avez déjà fait 2 mandats. Qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui? Écoutez, ce qui me motive, c'est la passion d'agir, ce qui est mon slogan de campagne, qui est aujourd'hui l'envie d'avoir envie, de donner envie, c'est-à-dire que c'est absolument extraordinaire de consacrer sa vie, son existence à ses concitoyens, de les représenter au plus haut niveau, c'est-à-dire d'abord à l'échelle d'une commune, ce que j'ai fait, et puis à l'échelle du Parlement français, et puis à l'échelle internationale, puisque vous savez que depuis le 23 janvier, je suis le 6e Français depuis 1949 à présider l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et à ce titre, gérant de chef d'État. Et je suis il n'y a que 3 Français aujourd'hui qui occupent une fonction aussi importante sur un plan international. C'est bien sûr Christine Lagarde à la tête du FMI, c'est M. Lamy et puis moi-même à la tête de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc, et puis pouvoir continuer à porter les dossiers auxquels je crois, les dossiers locaux, comme celui qui pour moi est capital avec le maire de Melun, c'est la reconstruction de l'hôpital de Melun. Et je ne comprends pas que certains persistent à dire qu'il faut un hôpital public et non pas un hôpital public-privé, ce qui est totalement ridicule, car le problème n'est plus là, et qu'il est bien évident que les murs du futur hôpital se reconstruisent pas l'hôpital public, mais qui nous a semblé important, comme ça se passe partout en France et comme ça se passe partout dans les pays développés, à savoir qu'il y ait une rationalisation entre les médecins qui viennent du privé et les médecins qui viennent du public, de manière à ce que nos salles d'opération puissent être utilisées le plus possible, malheureusement, car on aimerait bien évidemment se dispenser d'avoir opéré,
Mais il est bien évident qu'un hôpital, pour qu'il soit performant, il faut que les médecins puissent eux aussi exercer régulièrement. Donc c'est ça la différence qui nous oppose à certains candidats, dont un qui aujourd'hui n'est plus candidat, Pierre Carassus, et puis à mon autre candidat, à mon concurrent, et qui lui a beaucoup de mal à se positionner sur ce point, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un flou artistique qui est savamment entretenu et une ambiguïté sur tous les sujets, y compris sur celui de l'hôpital. Alors c'est vrai que le sujet de l'hôpital divise encore, mais vous, avec M. Millet qui est votre suppléant, est-ce que vous avez bouclé vraiment tout, comment on dit, PPP non, autour c'est pas PPP justement, parce que si vous voulez, vous faites une confusion qui est savamment entretenue par nos concurrents. Oui, éclairez-nous là-dessus. Si vous voulez, un PPP c'est quoi? C'est quelque chose, quand on construit un bâtiment, quand on construit quelque chose, je parle de la construction. Donc il y a effectivement un projet public-privé, c'est-à-dire que ça concerne uniquement la construction des murs. C'est ce qui s'est passé à Courcouronnes, à Évry. Oui. Alors ça, c'est le mauvais exemple type. Voilà, moi c'est ce que j'appelle l'hôpital Manuel Valls, bon, qui est un véritable scandale. Bon, je pense que pour des années et des décennies, ce projet, enfin c'est pas ce projet, cette construction en PPP justement, qu'on allait le dire, de cet hôpital restera quelque chose de proprement scandaleux. Bon. Et le ministre de l'Intérieur actuel, M. Manuel Valls, d'ailleurs, il évite soigneusement de se parler de ce sujet. Bon, il était quand même associé au maire de Corbeil-Essonnes. C'est pas une référence. Ouais. Moi, je pense que tous les deux ont une responsabilité. Je connais bien la situation de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, et très honnêtement, entre l'hôpital Louise Michel de Courcouronnes et l'hôpital de Corbeil-Essonnes, il y avait matière à voir, surtout que l'hôpital de Corbeil-Essonnes est relativement récent. Donc nous, on évitera cela. Mais bien sûr, ça n'a absolument rien à voir. Vous avez devant ça n'a rien à voir, si vous voulez, parce que eux, oui, se sont complètement, excusez-moi l'expression, mais plantés, c'est sur la construction même du bâtiment, donc de l'architecture du bâti qui va accueillir cet hôpital. Bon, ils ont un projet, ils n'ont pas un projet, ils ont fait ça justement à l'occasion de ce qu'on appelle un PPP. Hein, bon, le partenariat public-privé. Voilà, bon, le partenariat public-privé. Et c'est un véritable gouffre. Bon, pourquoi? Parce qu'ils ont mal ficelé leur projet, parce qu'il est surdimensionné, parce qu'il est complètement assez utopique. C'est pharaonique, c'est complètement utopique. Alors que nous, la structure, l'architecture, les bâtiments du futur hôpital de Melun vont être construits par le public. J'imagine que votre expérience à la tête de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe va servir à ce projet. Non, pas vraiment, si vous voulez, parce que nous, on traite d'autres sujets. Oui. Et pour revenir sur ce sujet, excusez-moi, sur ce sujet, ça veut dire que nous, aujourd'hui, les bâtiments, d'abord, il fallait mettre à la disposition de l'État, donc de l'hôpital public, le terrain. C'est ce qui a été fait par la ville de Melun et par la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Nous avons fait l'acquisition du terrain et nous avons mis ce terrain à la disposition de l'hôpital public. Donc là, c'est l'effort territorial vis-à-vis de l'hôpital public. Bon. Ensuite, il va y avoir d'autres recettes, bien évidemment, puisque l'hôpital, actuellement, là où il est implanté, les terrains vont être vendus, ils sont remarquablement bien situés. Il y aura donc un certain nombre de projets sur ces terrains qui seront, bien évidemment, du fait de la volonté des deux communes concernées, celle de Melun et celle de Volpegny. Donc il va y avoir des revenus importants lorsqu'on vendra ces terrains. Bon. Ensuite, l'État m'a confirmé par un courrier du 29 mars dernier, Xavier Bertrand, qui était encore ministre de la Santé, le 29 mars dernier, m'a confirmé son accord. Il se trouve que l'agence régionale de santé, qui est présidée, dont le directeur est M. Claude Évin, qui est venu a aussi confirmé plusieurs fois que c'était la priorité numéro 1 de l'agence régionale de santé. Alors, une fois qu'on aura construit le bâtiment, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de faire travailler dans une même unité, bien qu'il y aura aussi une différence dans le bâtiment tel qu'il existe, hein, mais de faire travailler sur un même site ce que les spécialistes, les chirurgiens, les médecins que nous avons de mieux. Bon, les meilleurs se retrouveront sur le site. Donc c'est tout l'intérêt de la population
de l'agglomération aujourd'hui d'avoir un tel lieu, car ce qui nous importe, me semble-t-il, c'est la qualité des soins qui seront dispensés dans cet hôpital. Et qu'on arrête de nous dire que ce sera une médecine de riches et une médecine de pauvres. Ce n'est pas du tout l'esprit qui anime le projet aujourd'hui. Vous savez, nous sommes en campagne électorale, et quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Bon. Et il est bien évident qu'aujourd'hui, il y a une polémique. Bon, je salue d'ailleurs l'aptitude de M. Carassus, qui a toujours été cohérent vis-à-vis de lui-même. M. Carassus a décidé, il représente la gauche la plus radicale, la plus conservatrice. Bon. Et puis l'autre concurrent, M. Welker, qui lui a une position qui est totalement ambiguë sur le sujet. D'abord parce qu'on ne l'a jamais entendu sur le sujet, avant qu'il soit candidat. Jamais. Oui, il a fait une petite manifestation. Oui, bien sûr, c'est facile de faire une manifestation, d'aller devant un panneau sur lequel on a indiqué ici sera construit le futur hôpital de Melun, et puis d'un seul coup, parce qu'on est en campagne électorale, d'aller se faire photographier sous le panneau. Je connais bien l'individu, c'est sa grande spécialité. Bon, mon suppléant, qui n'est autre que le maire de Melun, Gérard Millet, lui, compare ça à la politique du coucou. Bon, vous savez, c'est cet oiseau qui va faire ses petits dans le nid des autres. Bon. Donc, il faut être un petit peu sérieux. Mais je pense qu'une fois de plus, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, ce monsieur n'a absolument aucun crédit, pas plus qu'il en a dans sa commune, puisque vous ne le savez peut-être pas, puisque les médias le cachent soigneusement. La situation financière de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est tellement catastrophique qu'aujourd'hui, il est à la veille d'être mis sous tutelle. Il est en réseau d'alerte, c'est-à-dire que c'est la dernière phase. La ville a mis sous tutelle. Donc, si vous voulez, sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, moi, je vous confirme que l'hôpital sera reconstruit sur le site de Montaigu, grâce au travail conjoint du maire de Melun, Gérard Millet, de la sénatrice Colette Mello, première adjointe, de moi-même, député de la première circonscription, et d'Yves Gégaud, qui est encore pour quelques jours député de Melun-Nord. Et nous avons tellement bien travaillé tous ensemble, avec Bernard Gaston, qui préside la communauté d'agglomération, que nous avons enlevé cette décision. Est-ce que vous êtes serein pour ce second tour? Vous savez, monsieur, la sérénité en politique, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ah bon? Bon. Pourquoi? Parce que vous m'avez l'air très serein, là. Oui, mais je suis très serein, bien sûr. Parce que... Souriant? Ah ouais, je suis souriant et très détendu, parce que je fais la campagne à ma façon, je fais la campagne comme j'aime les faire, c'est-à-dire au contact de la population, mais ça, c'est pas uniquement là parce que je suis en campagne. J'aime le contact, j'aime aller voir les gens, j'aime discuter, j'aime entendre... J'ai déjeuné dans un restaurant du centre. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est de voir les gens se lever pour venir me serrer la main et venir m'encourager. Donc oui, effectivement, il y a des signaux forts. Il y a des moments privilégiés. Tenez, par exemple, le dernier carnaval de la ville de Melun. Bon, j'ai passé un bonheur fou à participer à ce carnaval, et ce bain de foule que nous avons pris, le maire de Melun, Gérard Millet et moi, est tout à fait révélateur. Donc pourquoi voulez-vous, je ne serais pas serein? Je suis bien sûr... Oui, mais votre candidat parle d'un large rassemblement à gauche, oui, mais qu'il aurait réussi entre les deux tours. Bien sûr, contre les deux tours. Et moi, j'ai aussi des échos de ceux qui appellent à voter pour lui, qui m'expliquent qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de dire officiellement ce qu'ils disent, mais surtout en me souhaitant de gagner, parce que ça serait quand même assez paradoxal que le député de Melun soit un élu et qui a refusé d'entrer dans la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. On a réunifié Melun. Il y avait deux circonscriptions, celle du Nord et celle du Sud. Et ce serait quand même assez paradoxal aujourd'hui que celui qui a refusé, mais ostensiblement, et qui a critiqué, et qui n'a pas eu de mots suffisamment durs pour critiquer Melun, pour critiquer la communauté de l'agglomération, aujourd'hui ambitionne de devenir le député de Melun. Je crois qu'il faut être un petit peu sérieux. Bon, donc si vous voulez, oui, je suis confiant parce que j'ai mon bilan, parce que je suis actif sur le terrain, et puis parce que moi aussi, j'ai fait le compte, et j'arrive largement en tête avec pratiquement 38 ou 39% des suffrages exprimés, ce qui veut dire qu'on ne tient pas compte de ceux qui sont inscrits mais qui ne se sont pas déplacés lors du premier tour, mais qui, à mon avis, vont se déplacer. Bon. Et puis, il y a aussi des réserves de voix, tant sur ma gauche que sur ma droite, parce que je suis un candidat qui rassemble. Bon. Et je n'ai pas été, moi, apposé sur mes panneaux électoraux, ce qui a été fait par mon adversaire, la gauche en tête avec 45%, c'est une manipulation supplémentaire. La gauche n'est pas en tête dans cette circonscription, elle arrive après moi
Bon. Et tenter de faire l'amalgame et puis de jouer sur les mots en rappelant quel est le score national obtenu par la gauche, en laissant croire aux électeurs de cette circonscription que la gauche est en tête, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle, une malhonnêteté intellectuelle supplémentaire de la part du candidat en question. Donc je crois qu'il faut être un petit peu sérieux. Donc effectivement, il y a des faits qui me prouvent, en plus de ça, vous avez cité tout à l'heure ma qualité de président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Ouais. Je rassemble en cette qualité bien au-delà de mon camp. Il suffit d'aller sur mon site internet, et j'invite vos auditeurs à aller sur le site Jean-Claude Mignon député, ou Jean-Claude Mignon 2012, et d'aller visiter la liste de mon comité de soutien et de mes témoignages. On voit les groupes politiques qui vous soutiennent. Et de mes témoignages. Ouais. Les parlementaires du Conseil de l'Europe me soutiennent. Et le président du groupe socialiste de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a fait même plus que ça, puisqu'il m'a fait un courrier, une lettre de soutien qu'il m'a demandé d'utiliser sur mon site. Bon, je suis soutenu par le président du groupe socialiste de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. J'ai 2 collègues parlementaires socialistes français qui font partie de la délégation française de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui m'apportent un soutien qui est on ne peut plus clair. J'ai reçu ce matin une lettre de soutien d'un député communiste qui siège au sein de la délégation française de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et qui m'apporte son soutien et qui va même jusqu'à dire, sous forme de boutade, s'il ne devait rester qu'un seul député UMP à l'Assemblée nationale, je souhaite que ce soit toi. Bon, on ne peut pas être plus clair. Donc si vous voulez, oui, moi je ratisse bien au-delà de mon camp, ce qui n'est pas le cas de mon concurrent, bien évidemment. Donc j'ai le soutien du Parti radical, Jean-Louis Borloo me soutient sans aucune ambiguïté, j'ai le soutien du Nouveau Centre, j'ai le soutien aussi de l'ancien président du MoDem dans le département de Seine-et-Marne, l'ancien maire, M. Patrick Septier. Oui. Donc si vous voulez, oui, effectivement, je rassemble ma famille politique, beaucoup plus que ma famille politique, je rassemble les démocrates, je rassemble les personnes qui sont profondément européens, et je rassemble les personnes sérieuses, qui sont tout à fait conscientes aujourd'hui du travail important qui a été fait dans cette circonscription, dans ce bassin de vie, dans cette communauté d'agglomération Melun-Val de Seine, et je pense que le tandem, l'équipe que je forme avec le maire de Melun, est aussi un signal fort, parce que souvent on nous a dit oui, Melun, Damary, Melun, ils ne s'entendent pas, etc., etc. Nous avons démontré... Toutes les ambiguïtés sont levées là-dessus. Aucune ambiguïté avec le maire de Melun. Bon. Et moi j'ai découvert quelqu'un que je connais depuis très longtemps, mais j'ai découvert de nouvelles facettes du maire de Melun qui sont absolument exceptionnelles. Bon. J'ai rarement vu un élu local qui est autant impliqué dans sa commune, qui connaît tous les sujets avec précision et qualité, parmi toutes les qualités, qui aime les gens. Et ça, c'est important. Il ne se moque pas d'eux, il les respecte, il ne les trompe pas, il a un langage qui est clair, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et certainement pas le langage de mon principal concurrent, il n'y en a plus qu'un d'ailleurs. Jean-Claude Mignon, candidat UMP de la première circonscription, je dis redécoupé, parce que c'est très important de dire à nos auditeurs d'où va maintenant cette circonscription, où vous les appelez à venir voter pour vous le dimanche 17. Et non seulement je les appelle à venir voter pour moi, mais je les invite cordialement à me renouveler leur confiance, d'autant plus, encore une fois, certes, c'est une nouvelle circonscription, mais sur les 23 communes... De nouvelles limites. Oui, mais la seule commune parmi les 23 communes de cette circonscription dite nouvelle, pour laquelle j'ai effectivement jamais eu de responsabilité, c'est la seule commune de Mincy. Mais toutes les autres communes sont des communes que je connais parfaitement bien. Pour 14 d'entre elles, j'ai été leur conseiller général de 82 à 95. J'ai été premier vice-président du conseil général. Et j'ai été le vice-président en charge de la jeunesse et des sports. Et j'ai été président du comité départemental du tourisme. J'ai été président de Seine-et-Marne Développement. J'ai beaucoup œuvré pour l'implantation de Disneyland Paris à Marne-la-Vallée. Je suis maire depuis 1983 à Damary-les-Lys, et puis je pense aussi, puisque nous sommes ici dans un quartier qui est directement concerné par ce qu'on appelle la rénovation urbaine, je suis à l'origine, au niveau national, avec Jean-Louis Borloo, de la politique dite de rénovation urbaine. Nous avons créé ensemble l'Agence nationale de rénovation urbaine, et je déplore
qui ne se sont pas associés à cette politique, et là aussi c'est quand même paradoxal, hein, c'est le Conseil général de Seine-et-Marne, représenté par mon concurrent, M. Walker, et son acolyte, M. Laplace, qui tous les deux siègent au sein de l'Assemblée départementale et qui ont refusé que le Conseil général de Seine-et-Marne s'engage comme il aurait dû s'engager dans cette politique dynamique, cette politique visionnaire, cette politique courageuse pour améliorer la qualité de vie et des habitants de ce quartier. Ils ne l'ont pas fait. Et injure suprême, Madame Marie-Lélis, ils ont même refusé de signer le contrat urbain de cohésion sociale, qui est un élément essentiel de la politique de rénovation urbaine qui concerne les zones urbaines sensibles et les quartiers dits sensibles. Donc je crois honnêtement que aujourd'hui, quand on pèse le pour et le contre, en dehors de toute idéologie politique, il y a effectivement quelqu'un qui a fait ses preuves, qui s'est montré son engagement et tout, et quelqu'un qui est totalement inconnu sur le secteur, hein, et qui a réussi, bien que continuant à jouer sur son ambiguïté dans certaines zones, comment dirais-je, rurales de cette circonscription, il se cache, il se camoufle, il camoufle son étiquette politique, hein, mais par contre dans les quartiers nord de Melun, là où il peut la mettre, il la brandit. Je crois que faire de la politique en 2012, c'est plus ça. Il faut avoir le courage de dire où on se situe politiquement, de quel côté on est, et de ne pas tromper les électrices et les électeurs sur la marchandise et sur l'engagement politique des uns et des autres. On n'en est plus là aujourd'hui. Et c'est aussi le combat que je mène en tant que président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, parce que le rôle qui est le mien aujourd'hui, c'est de défendre la démocratie, c'est de faire en sorte que l'état de droit soit respecté, que les droits de l'homme soient respectés, et si on veut défendre la démocratie, si on veut faire en sorte qu'elle soit vraiment quelque chose de réel dans les 47 États membres, au sein des 800 millions d'Européens qui sont représentés par cette Assemblée que je préside, je dis bien 800 millions d'Européens, c'est la clarté, c'est de dire les choses, c'est d'avoir le courage de dire où on se situe, et puis d'avoir le courage d'afficher ses opinions, plutôt que de faire une campagne électorale qui s'adapte en fonction de la ruralité ou de l'urbanité, etc. Et tout. Voilà, la rurbanité, qui est une expression qui a été inventée il y a quelques années et qui, à mon avis, n'a absolument aucun sens. En tout cas, on retient que, comme votre position au sein du Conseil du Parlement européen, du Conseil de l'Europe. Du Conseil de l'Europe, voilà, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, vous portez haut, en tout cas, les couleurs de la démocratie, et pour ce dimanche, vous souhaiterez que ça se passe comment? C'est le dernier mot que je vous dis. Écoutez, si je ne suis pas réélu député, la France, je dis bien la France, perd la présidence de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il y a 23 ans qu'un Français n'avait pas présidé l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Je suis le 6e Français depuis 1949 à présider cette Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Les premiers furent Édouard Herriot, Xavier de Menton, Guy Mollet et Louis Young. Je suis le 6e Français. Bon. Si dimanche on ne me reconduit pas dans mes fonctions, la France perd la présidence du Conseil de l'Europe. Et ce n'est pas mon successeur, ni quelque autre député ou sénateur français qui me succéderont, parce que ce n'est pas la France qui préside, c'est un Français qui préside. Ce qui est tout à fait différent. Ce qui serait quand même dramatique. Pourquoi? Parce que, par les temps qui courent, défendre les dossiers qui sont les miens. Je dois recevoir, je pense vendredi, la fille de Yulia Tymoshenko, la fille de l'ancienne... Pour Tymoshenko, la France va faire chaise vide au Coupe d'Europe. Mais moi, je me bats. Est-ce que vous iriez est-ce que vous iriez suivre les matchs en Ukraine? Non, mais certainement pas. Et en plus de ça, si vous voulez, j'ai été invité officiellement par le gouvernement ukrainien à me déplacer en voyage officiel, en visite officielle à Kiev, en Ukraine. J'ai refusé. J'ai dit que pour moi, la condition, c'était d'avoir un contact direct avec Yulia Tymoshenko et d'avoir l'assurance qu'elle serait libérée ou alors qu'elle puisse être privée de liberté, mais d'une manière décente. Bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon. Et la fille de Yulia Tymoshenko, qui défend sa mère, on peut défendre sa mère, sera présente très certainement avec moi vendredi prochain à la Marie-Lélis, parce qu'elle veut m'apporter son soutien, elle veut témoigner de l'engagement que j'ai au plan international pour la défense des droits de l'homme. Ça, c'est quand même quelque chose.
C'est plus important, me semble-t-il, que de faire venir un ministre de l'Intérieur qui assume l'intérim actuellement. Bon, donc faire venir la fille d'une icône, la fille de quelqu'un qui aujourd'hui est devenu un symbole de la défense des droits de l'homme et de la démocratie me semble beaucoup plus important. Et j'attends confirmation parce qu'elle souhaite absolument me rencontrer à nouveau vendredi pour me remercier de ce que j'ai fait, puisque j'ai fait en sorte que 2 rapporteurs de la commission du suivi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe puissent se déplacer à Kiev et rencontrer Yulia Tymoshenko. Donc ça, vous voyez, ce sont des choses qui sont beaucoup plus importantes, me semble-t-il. Donc effectivement, la France aujourd'hui a un rôle à tenir sur le plan international et un rang à tenir. Bon, d'ailleurs, je vois bien que tous les contacts, les soutiens que j'ai eus viennent de l'Europe entière et même au-delà, Bon, je vois les autorités du Parlement du Maroc, le Conseil national de la Palestine, le Premier ministre de la Moldavie, les parlementaires, les responsables politiques allemands, etc., qui tous m'ont apporté leur soutien dans cette campagne, parce qu'ils considèrent que la présidence d'un parlementaire français à la tête de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour les 2 ans qui viennent est quelque chose de fondamental. Bon. Et je me bats sur des dossiers qui concernent la Syrie, je me bats sur des dossiers qui concernent tout ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, avec ce qu'on a appelé le printemps arabe, etc., etc. Donc oui, le député de la première circonscription de Seine-et-Marne aujourd'hui est le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et cette position, cette présidence ne tient qu'aux électeurs de cette circonscription. Si les électeurs aujourd'hui ne me reconduisent pas dans votre fonction, la France perd automatiquement la présidence française. En tout cas, vos électeurs vous ont entendu. Merci Jean-Claude Mignon. Eh bien, merci beaucoup. J'ai cru que vous alliez dire merci Jean-Claude, ça me faisait très plaisir. Que j'aime beaucoup, je préfère qu'on m'appelle Jean-Claude. Voilà. Merci Jean-Claude. Eh bien, ça me fait très plaisir, et puis au plaisir de vous revoir dans ces studios et sur cette antenne qui vous savez, vous connaissez le chemin, vous y venez régulièrement. Oui, oui, parce que ça fait quand même un certain nombre de fois que vous m'invitez. Hein. Mais invitez-moi plus souvent. Merci beaucoup. Merci à vous.